Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde qui s'est inscrit à ce deuxième webinaire de Pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec. Alors, ce webinaire porte sur l'enfantement pour autrui, du désir d'enfant au blanchiment d'enfants. Alors, il vous sera présenté par Michèle Sirois, qui est présidente de PDF Québec, et moi-même, Diane Guilbeault, vice-présidente de PDF Québec. Alors, un petit mot pour dire que PDF Québec est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2013. C'est un organisme féministe, c'est un organisme mixte, c'est aussi un organisme laïque et non partisan. Cette présentation, on l'a travaillé beaucoup avec des membres, mais on voudrait remercier particulièrement Maître Christiane Pelchat, qui est juriste et ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, qui a eu la grande gentillesse de nous aider à approfondir la réflexion du côté juridique et évidemment du côté féministe. Alors, la conférence va commencer par une mise en situation. On va vous présenter l'ampleur et le contexte du phénomène. On va évidemment parler de l'encadrement juridique existant. On va aussi expliquer pourquoi, selon nous, l'enfantement pour autrui, c'est un produit du néolibéralisme et du néocolonialisme. On va évidemment parler des conséquences et on va terminer avec un plan d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que ce phénomène existe. Tout d'abord, on va s'entendre sur une définition de la gestation pour autrui. On a pris la définition qu'utilise le collectif pour le respect de la personne, le corps, qui dit que la mère porteuse met non seulement son utérus, mais tout son corps ainsi que son psychisme à disposition d'autrui pour fabriquer un enfant destiné à être remis à la naissance. Il y a donc une volonté a priori de la mère d'abandonner son enfant au profit des parents commanditaires. Une fois cette définition donnée, la gestation pour autrui, nous allons vous dire quand même que nous allons privilégier au long de la présentation le terme d'enfantement pour autrui, parce qu'il nous semble que le terme d'enfantement traduit mieux la richesse de l'expérience de la grossesse et de la maternité, que la gestation pour autrui a le défaut de mettre à distance l'expérience qu'est cette maternité. Mais évidemment, on va l'utiliser parfois, ce terme de gestation pour autrui, la GPA, parce que dans beaucoup de textes européens ou de textes juridiques, c'est le terme qui est utilisé. On entend souvent maternité pour autrui aussi, la MPA, ou maternité de substitution. Alors, il se peut qu'à l'intérieur de notre présentation, on utilise ces termes qui sont synonymes, mais disons que nous, le terme que l'on privilégie, c'est quand même enfantement pour autrui. Quand on parle de PMA, on parle de procréation médicalement assistée. Là, on parle de technologies qui servent en particulier donc à faciliter l'enfantement pour autrui. Nous allons aussi utiliser le terme de mère porteuse, même s'il nous semble très réducteur, comme si une mère portait un enfant comme on porte un paquet. En fait, c'est un terme qui ne traduit pas l'expérience de la maternité, de la grossesse, de l'enfantement, mais comme c'est le terme qui est le plus connu en francophonie, c'est le terme qu'on utilise. Et enfin, pour parler des parents, le terme que l'industrie privilégie, c'est les parents d'intention. Nous, on n'aime pas ce terme parce que parent d'intention, ça ne veut strictement rien dire. Tout le monde est un parent d'intention à partir du moment où il a l'idée d'avoir un jour un enfant. Donc, nous, on préfère parler de parents commanditaires, des gens qui commandent un enfant, qui sont les commanditaires de toute cette opération, du contrat, et qui vont par la suite récupérer l'enfant qui a été fabriqué au terme de ce contrat. Alors voilà maintenant pour la mise en situation. Je laisse la parole à Michèle Sirois. Alors, bonjour. Alors, on va regarder notamment la situation au Québec. D'abord, il faut voir que la croissance, il y a une croissance assez forte de la demande pour recourir à des mères porteuses ou pour enfanter pour autrui. Mais il y a des blocages ou il y a des lois qui facilitent ou des lois qui bloquent. Alors, selon les pays et selon les provinces. La jurisprudence également est importante à voir parce que, à mesure qu'il y a des jugements de cour sur des cas particuliers, il y a une jurisprudence qui s'inscrit et qui guide les autres jugements. Enfin, on va voir que l'enjeu principal, c'est l'enjeu de la filiation, c'est-à-dire la descendance. Alors, on va voir donc que pourquoi est-ce que c'est un enjeu principal, la filiation?
c'est que ça détermine qui seront les parents légaux de l'enfant. Qui va les inscrire, a le droit d'inscrire l'enfant signer pour une opération, quels sont les droits de l'enfant, quelles sont les obligations des parents. Tout ça est inscrit dans le lien de filiation qui va pouvoir donc amener l'enfant, qui est responsable de l'enfant. Mais également, ça va déterminer quelle est la nationalité de l'enfant, surtout dans le cas où les mères porteuses habitent d'autres pays pour les ramener, pour savoir est-ce que c'est un enfant canadien, est-ce que c'est un enfant indien parce qu'il est né en Inde. Donc, sa nationalité, ça va dépendre de sa filiation notamment. Et maintenant, on peut voir qu'il y a des gens, il y a des groupes qui veulent changer la loi pour faciliter le recours aux mères porteuses. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs entités, plusieurs pays ou des juridictions pour lesquelles la pratique est restée illégale. D'autres fois, elle est encadrée très sévèrement. Alors, il y a des gens qui ont intérêt, tout intérêt. Quand on a parlé tout à l'heure de parents d'intention et parents commanditaires, eh bien, il y avait une grande nuance, c'est qu'on est parents commanditaires, pas juste parce qu'on a une intention, mais parce qu'on a de l'argent. Et cet argent-là, bien sûr qu'il y a des gens qui sont très intéressés, ils ont un intérêt à faire ouvrir les lois pour faciliter le recours aux mères porteuses. Donc, une autre situation aussi, pourquoi? C'est qu'ici au Québec, la mère qui accouche, c'est celle qui est reconnue comme la mère légale de l'enfant. Donc, comment faire pour que la mère porteuse on puisse passer le fait qu'elle est la mère légale à quelqu'un d'autre. Donc, pour substituer le nom de la mère au nom de la mère porteuse, le deuxième parent qui veut être aussi un parent légal, qui a la responsabilité, ça peut être la conjointe du père biologique ou ça peut être le copère quand ce sont des couples de même sexe. Alors donc, l'important, et ça se fait par des jugements de cour par le biais de l'adoption, actuellement au Québec. Donc, c'est des complications pour une industrie qui veut vraiment s'installer. Alors, donc, on a une tendance de la jurisprudence actuelle. Parce qu'on y va, on va en parler plus loin, c'est comme une stratégie, y aller du cas par cas. Alors, l'intérêt supérieur, ça, c'est un concept très important avec lequel on adhère à ce concept, mais actuellement, c'est l'intérêt supérieur d'un enfant. Supposons un enfant qui s'appellerait Justin. OK? Alors, cet enfant en particulier, lui, son intérêt, ce serait d'être adopté par la conjointe ou bien par le copère commanditaire. Alors, les juges se mettent à reconnaître la mère ou le copère également à ce moment-là. Puis, l'état civil, vous savez, on demande nos papiers pour avoir des passeports, etc. On demande des papiers de l'état civil. Bien alors, ils retranscrivent le nom de ce conjoint ou de cette conjointe. Et les juges, à ce moment-là, dans cette tendance qu'on a actuellement, les juges ne tiennent pas compte des principes à la source du bien commun qui ont toujours guidé le Québec. Effectivement, le bien commun, c'est, pour assurer l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est le fait de ne pas devenir une marchandise. Cette marchandise, un objet d'un contrat marchand, d'une transaction. Et des juges, à ce moment-là, certains juges qui sont reliés à la conception du bien commun, ont davantage parlé de l'atteinte à l'ordre public et ont refusé d'entériner le produit d'un acte qui était jugé illégal quand il était rémunéré. On va en parler, la loi canadienne, un petit peu plus loin. Et ils ont refusé d'inscrire la mère commanditaire ou le copère commanditaire à l'état civil. À ce moment-là, ils ont créé une circonstance, une nouvelle jurisprudence, mais il y a des courants à l'intérieur de la jurisprudence, puis on va voir plus loin les différents courants. Alors, les questions importantes auxquelles on va essayer de répondre, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant qui est déjà né? Hein? On a produit un enfant, parce que je parle de produit, parce qu'actuellement, avec l'industrie, c'est une production. Hein? Un enfant, c'est suite à un contrat. Alors, que faire avec l'enfant qui est déjà né?
Bien sûr qu'on ne peut pas le laisser sur le bord de la route, mais il faut il a des droits, cet enfant. Il a le droit à une filiation, entre autres. Et l'autre question qu'on va se poser, c'est les droits du géniteur. Est-ce qu'ils sont absolus, ces droits-là? Celui qui est à la source de la reproduction. Et on a marqué du géniteur et non pas de la génitrice. Hein? Très bien. OK. Alors, on va passer à la deuxième point que ma collègue Diane Guilbeault va faire. Vas-y. Alors, dans l'ampleur et contexte, on va aborder évidemment la situation, pas seulement au Québec, parce qu'on ne peut pas faire exclusion de ce marché qui est mondial. Et on l'a vu récemment au Québec, il y a eu un jugement qui a entériné l'adoption par un couple québécois d'un enfant qui a été acheté, donc pour lequel on a dépensé de l'argent en Inde. Donc, et si on parle de l'Inde, c'est parce que jusqu'à très récemment, encore aujourd'hui, c'est devenu une usine à bébés, tellement que le gouvernement indien se préoccupe de la question et a déposé un projet de loi, on va le voir un peu plus tard. Mais en Inde, où les femmes sont pauvres, où les femmes sont souvent sous-éduquées, les femmes pauvres louent leur ventre à des couples aisés, du Nord en général, mais du monde entier. On voit que l'Inde est devenue le ventre du monde, c'est le surnom qu'on lui donne. Plus de 3000 cliniques qui pratiquent l'enfantement pour autrui. Des bébés qui naissent, des chaînes de cliniques. Madame Patel a une clinique qui est efficace, qui fait des bébés par centaines. Évidemment, l'intérêt de l'Inde, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des femmes pauvres. Ça coûte 5 à 6 fois moins cher qu'aux États-Unis et probablement qu'au Canada ou dans quelques pays ou dans les pays développés où ça se fait. Et on a rajouté une petite note parce que le gouvernement indien a déposé un projet de loi qui va interdire toutes les GPA commerciales. Ça doit être entériné encore par le Parlement, ça ne l'est pas encore, mais disons que la situation est à ce point préoccupante. L'Inde, les parlementaires ne sont pas très fiers d'être devenus finalement l'usine à bébés des couples riches du monde entier. Alors, il y a un boom de demande. Ça existe, donc les gens veulent faire appel à la technologie, mais il y a une pénurie de mères porteuses, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, rappelons-le, c'est légal. Donc, normalement, si c'est légal, il ne devrait pas y avoir de restrictions. Or, visiblement, il y a un problème parce que les mères porteuses sont en sous-nombre, d'où l'intérêt de pouvoir le faire à l'étranger. Évidemment, aux États-Unis aussi, les coûts sont plus élevés. Ça peut aller jusqu'à 200 000 pour une mère porteuse. Évidemment, là-dessus, il y a un grand morceau qui va à l'industrie, aux avocats, aux agences. Et la mère, celle qui aura porté pendant 9 mois l'enfant qui l'aura remis, va avoir peut-être 50 000 Alors, c'est quand même pas elle qui a le gros morceau. Et les États-Unis sont aussi un lieu qui est recherché parce que beaucoup de pays ne reconnaissent pas les conjoints de même sexe. Et maintenant, les États-Unis les acceptent, alors les reconnaissent. Donc, des clients viennent se faire des bébés aux États-Unis en provenant du monde entier. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les techniques de vente de l'enfantement pour autrui. Alors, l'image officielle, ça, c'est une publicité d'un centre en Inde. Vous voyez en bas le site web, c'est Surrogacy Center India. Et c'est une publicité pour le tourisme médical au Népal. Alors, vous voyez très bien que les Népalaises n'ont pas l'air très népalaises et que les docteurs en arrière avec les sarraux blancs et bleus, eux n'ont pas l'air très, très népalais. Donc, on nous présente une belle image. Si on ne réfléchit pas, on dit « Ah, ça a l'air propre, c'est moderne, c'est avancé, tout ça. 2 femmes, 2 hommes. » Or, la réalité est tout autre. En 2015, il y a eu un terrible tremblement de terre au Népal. Eh bien, ça a permis de mettre à jour un trafic de GPA que le monde ignorait. Bon, les utilisateurs le connaissaient, mais monsieur, madame, tout le monde n'avait aucune idée de l'ampleur de ce phénomène. Alors, il y avait des GPA qui étaient confiés à des mères indiennes qui allaient le faire au Népal parce qu'il y a eu des changements dans la législation. Alors, les mères porteuses népalaises ou indiennes qui étaient dans ces usines à bébés pendant le tremblement de terre portaient des bébés pour des couples israéliens. Et Israël, le procureur général, a rapatrié ces mères enceintes pour les faire accoucher en Israël en toute sécurité.
Et après, les bébés, évidemment, sont restés avec les parents commanditaires israéliens et les mères ont été réexpédiées chez elles. Israël, pourquoi Israël? C'est très intéressant. Israël a légalisé le recours aux mères porteuses et jusqu'en 2014, c'était réservé aux couples hétérosexuels, mais la loi a été changée depuis. Mais là encore, en Israël, il y a une insuffisance de mères porteuses. Donc, encore là, les demandes vont dans les pays où les femmes sont moins en mesure de refuser cet enchaînement et cette grossesse dont elles ne bénéficieront pas par la suite. Alors, ce qu'on constate, c'est que ce business, c'est un gros business. C'est du tourisme procréatif et c'est en expansion. Et ça répond totalement aux qualités et aux qualificatifs de ces business internationaux. Alors, il y a une division internationale de la reproduction, puis il y a une spécialisation des régions du monde. Alors, les acheteurs, on s'en doute, ce sont des couples qui viennent du Nord. Et les mères porteuses, encore là, on s'en doute, ce sont des mères dans des pays en voie de développement ou des pays pauvres. Et il y a même des catalogues, comme vous pouvez le constater, où on peut choisir sa mère porteuse, elle a l'air de quoi. Même si la mère porteuse ne déteint pas sur le bébé qui va naître après, parce que les ovules viennent souvent d'Ukraine, donc des pays de femmes blanches. Donc, on fait des bébés avec des gènes de blanc et on va avoir un bébé qui va avoir été porté par une mère de couleur, mais qui va naître blanc. Alors, récemment, le Cambodge a connu un magnifique boom de business à cause des pays, des scandales qui ont eu lieu dans plusieurs pays. Et là, les pays commencent à fermer leurs portes à ce business. Et on a déplacé les mères porteuses, par exemple en Thaïlande, où maintenant c'est interdit. On a déplacé ces mères-là tout simplement vers le Cambodge. Or, le Canada est en train de devenir un joueur majeur dans ce domaine des mères porteuses. Pourquoi? On a vu le quotidien Le Star qui va suivre pendant 10 mois 3 couples étrangers qui viennent magasiner leur bébé au Canada. Pourquoi choisir le Canada? On n'est pourtant pas un pays en voie de développement, mais on a certains avantages. D'abord, on a des technologies de reproduction très développées. On est un pays avancé, les hôpitaux, le système de soins est très avancé, très bien soutenu. Ah, et merveilleusement, nous avons un régime public d'assurance maladie, ce qui fait que vous et moi, les citoyens et les citoyennes du Canada, on paye pour les soins qui vont être donnés à la mère porteuse pour des couples qui vont venir acheter leur bébé et repartir dans leur pays éventuellement. Donc, évidemment, ça fait baisser les coûts de santé. Ça ne veut pas dire que la mère porteuse va avoir plus, mais ça veut dire que ça coûtera peut-être moins cher parce que les coûts de santé étant ainsi absorbés par la mère canadienne qui a donc droit à ce régime d'assurance publique, ça fait une opération qui est très intéressante. L'autre élément très intéressant dans une partie du Canada, mais pas au Québec, c'est la possibilité de mettre les deux noms des deux parents commanditaires sur le certificat de naissance. Au Québec, on va le voir, ce n'est pas possible actuellement. Il y a des pressions pour que ça change, mais dans le restant du Canada, dans plusieurs provinces, c'est possible. Donc, il n'y a même pas besoin de passer devant un tribunal pour faire adopter l'enfant et d'avoir un juge qui statue sur la situation de cet enfant qui a été porté par une mère et qui finalement ne sera pas l'enfant de cette mère. C'est sûr que c'est un grand avantage. Donc, là encore, ce sont des démarches judiciaires et des coûts en moins pour les gens qui veulent acheter. C'est tellement intéressant que le journal de Star dit qu'il y a actuellement plus de 400 couples en attente pour trouver une mère porteuse canadienne. Les avantages de la location d'utérus. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a des mères de couleur et des bébés blancs. Le fait qu'on arrive avec un embryon qu'on transplante dans une mère porteuse, ça évite, soi-disant, que la mère s'attache trop au bébé. Évidemment, c'est aussi le fait que la mère porteuse n'ayant pas de lien biologique, en tout cas en termes de génétique, avec le bébé, c'est plus facile aussi pour les démarches judiciaires. Enfin, ça permet de faire porter l'enfant par des femmes pauvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans que celles-ci transmettent leurs traits exotiques. Alors, tout ça, ça découle aussi d'un encadrement juridique bien spécifique qui peut faciliter ou pas ces transactions. Alors, on vient de parler du blanchiment d'enfants. Comme vous voyez, c'est pas juste qu'on blanchit le mécanisme d'adoption
mais également parce qu'on produit des enfants blancs, parce que ce sont surtout des enfants de pays riches. Mais ça, j'y arriverai. Alors là, ce qu'on va voir, c'est quel encadrement juridique qu'il y a au Canada, au Québec ou encore au plan international. D'abord, au Canada, il y a la loi sur la procréation assistée qui a été votée en 2004. Et il y a un article précisément, l'article 6, qui lui dit que interdiction du recours aux mères porteuses à titre onéreux. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer une mère porteuse. Elle peut le faire seulement à partir de l'âge de 21 ans. On fixe une limite et également contre aucune rémunération. Par contre, c'est possible, l'article 12, il dit qu'on peut donner des compensations, sauf qu'il n'est pas voté encore, il est voté, mais il n'est pas encore en vigueur, malgré que ça a été voté en 2004, et on joue là-dessus, sur les compensations, pour, en fin de compte, rémunérer en faisant croire que c'est une mère porteuse altruiste, alors que c'est une mère porteuse commerciale. Donc, beaucoup, c'est drôle, les parents commanditaires qui ont de l'argent ont beaucoup de femmes amies prêtes à leur donner, on dirait, un enfant. Bref, également, merci, on voit qu'au gouvernement canadien, non seulement ils n'ont pas voté, pas mis en vigueur l'article 12, mais ils ont une attitude assez laxiste par rapport, ils ne poursuivent pas les entreprises. Pourtant, ça s'annonce partout sur Internet. C'est facile de poursuivre. Depuis 2004, une seule entreprise a été poursuivie, elle a été condamnée à 60 000 $, mais c'est rien à côté de l'argent puis du pognon qu'ils peuvent faire, naturellement. Alors donc, il y a un laxisme, ils ferment les yeux, mais plus que ça, sur le site des ambassades canadiennes, on aide les parents commanditaires, on leur donne des listes d'avocats selon les pays auxquels ils peuvent recourir pour tout fixer leur contrat. Donc, on facilite le recours à l'extérieur du pays. Alors, vous voyez, c'est comme 2 poids, 2 mesures au pays ou à l'extérieur du pays. Ici, vous voyez, il y a une photo, justement, vous voyez un beau couple, vous voyez Justin Trudeau, mais celui qui est à gauche, c'est Scott Bryson. Alors, l'achat de bébés est légal aux États-Unis. Et Scott Bryson, c'est le président du Conseil du Trésor du gouvernement canadien. Et on voit avec son conjoint qui est au centre, ont eu 2 petites jumelles. Alors, ils l'ont fait fabriquer, entre autres, la mère porteuse est américaine, mais on ne sait pas d'où vient. Ils sont très discrets sur l'origine de l'ovule. Alors, point d'interrogation, ça a l'air d'être un mystère à garder. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est une banalisation totale. Alors, on peut se demander si au Canada, comment va faire le gouvernement pour faire appliquer la loi qui interdit la rémunération quand l'exemple vient de haut. Au Québec maintenant, il y a un code civil depuis 1994. On le dit, la mère qui accouche est la mère légale de l'enfant. Mais on a quelque chose de particulier. C'est l'article 541. C'est un article très, très important. Que dit-il? Il dit que toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. Vous voyez, il y a beaucoup de nul là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ni la mère porteuse, ni les parents commanditaires peuvent aller en cours pour faire annuler le contrat. Donc, si on veut que l'industrie, on dit du ventre des femmes, puisse s'installer, se développer la commercialisation, il faut stopper cet article-là parce que les contrats, ils ne pourront pas les faire appliquer. Personne ne pourra aller en cours pour application. Donc, ils vont cibler, tout particulièrement l'industrie cible l'article 541. Alors, les tribunaux, à ce moment-là, vont autoriser ou non l'adoption de l'enfant issu d'un enfantement pour autrui par la mère commanditaire ou bien le copère commanditaire. Donc, il faut qu'ils passent par l'adoption et les tribunaux. Donc, ce n'est pas facile, ça. OK? Alors, donc, on va voir que c'est ça à quoi on va s'attaquer. Et pour la première fois au Québec, c'était le titre de l'article de journal. Vous voyez, ça date de juillet 2016. Alors, c'est au mois de juin, je crois, une juge québécoise, un couple est arrivé avec des jumelles d'Inde et puis qu'ils avaient payé 30 000 $. Vous voyez que ce n'est pas cher à côté des États-Unis.
ils sont arrivés avec les enfants faits en Inde et puis ils ont demandé de retranscrire la filiation à l'état civil. OK? Ils sont obligés d'aller en cours et la juge, même si ce n'est pas la loi au Canada, a jugé que l'intérêt supérieur des deux petites filles, des jumelles, c'était de transcrire le nom du père commanditaire, copère commanditaire. OK? Alors, et au niveau. Donc, ça, on vient de voir le Canada, puis le Québec. Quelle est la situation? Est-ce qu'il y a de l'encadrement au niveau international, des balises, des guides? Oui, il y en a. Effectivement, il y a la CEDEF, ou la CEDA en anglais. C'est la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ça, c'est la convention la plus importante qui protège les droits des femmes. Et on a signé, le Canada a signé ça, ça a été mis en vigueur en 1981 et le Québec a entériné la signature. Donc, on est supposé d'être partie prenante. Que dit l'article 6? Que les États prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer sous toutes leurs formes le trafic des femmes. Alors, vous voyez que le gouvernement canadien, pour l'instant, est plutôt vers l'élargissement, alors que les accords internationaux dont on ne s'occupe pas nous disent non. OK. À part ça, il y a aussi, par rapport aux enfants, des accords internationaux aussi. Il y en a deux, entre autres, la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 89, et l'article 35 dit que les États font tout pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Donc, est-ce que passer un contrat pour un enfant, se commander un enfant, est-ce que c'est de l'achat d'enfants? OK. Alors, donc, il y a aussi l'adoption des conventions pour l'adoption internationale en 1993 qui voulait garantir naturellement l'intérêt supérieur d'un enfant parce que quand on n'est pas là en train d'encadrer, eh bien, il y a toutes sortes de dérives. C'est pour ça que d'un pays à l'autre, ils sont en train de le fermer parce que... Mais c'était la même chose pour l'adoption. Il y avait vraiment du trafic d'enfants. Alors, c'est pour ça qu'il y avait cette convention-là pour l'adoption pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite des enfants. Et enfin, au niveau international, il y a une conférence de l'AE dont personne ne parle, mais qui est pourtant qui est à pied d'œuvre depuis quelques années pour installer des accords internationaux pour que les pays fassent une reconnaissance mutuelle. Exemple, un enfant naît au Cambodge, on a parlé. Si le gouvernement cambodgien dit oui, oui, ce sont les deux parents, bien, le Canada arriverait, dirait, bien, ils l'ont dit que c'était deux parents, il y a une reconnaissance mutuelle entre les pays. Et il voit aussi la conférence de la Haye est en train d'installer des éléments pour faire une régulation, un encadrement, mais pour qu'il y ait beaucoup de pays qui adhèrent à cet accord-là. Alors, ils sont en train de baisser les standards parce que s'ils sont trop élevés, il n'y aura personne. Alors, donc, on s'en va, on se dirige malheureusement, si on n'y travaille pas, vers des standards minimaux. Et qui a été consulté pour organiser ça? Ce sont des groupes d'intérêt qui veulent la légalisation, donc l'industrie, des parents commanditaires, des intermédiaires. Ceux qui ont intérêt, c'est ceux qui sont là, consultés par la conférence de la Haye. Et la société civile, exemple des groupes de femmes, des groupes de droits humains, eux n'ont pas été consultés. Alors, on est obligé d'essayer de contourner le travail que l'industrie est en train d'installer au niveau international. Le résultat qui est espéré par la conférence de la Haye, eh bien, c'est de rendre légal et légitime. Hein? Légitime, ça veut dire conforme à la justice. Alors, rendre légal et légitime l'achat, la vente d'enfants et l'exploitation des capacités reproductives de la femme. Alors, l'enfantement pour autrui. On est rendu donc à la 4e partie. OK? Non, reviens. Reviens. Non. Non? Non. OK, attends. OK, alors,
Donc, enfantement pour autrui, un produit du néolibéralisme et du néocolonialisme. Le néolibéralisme, hein, peut-être que c'est un peu obscur, mais c'est en fin de compte faire du commerce international, enlever les barrières qui empêchent le commerce à travers la planète. Eh bien, si le commerce ne s'embarrasse plus de barrières douanières tarifaires, il ne s'embarrasse plus non plus de barrières morales. Et tout spécialement par rapport au néocolonialisme, on a une réserve d'utérus à disposition de femmes pauvres qui vont nous servir parce que le tiers-monde, on sait qu'il est exploité, non seulement il est exploité à tous les niveaux. Alors, donc, et on va avoir un exemple justement de cette industrie. C'est une réelle industrie et on va la voir à l'œuvre en Belgique dans cette courte vidéo. Ah, bon, comment je fais par terre? Comment je fais pour... Ah, merde. Précédent. Attends, je vais y aller ici. Excusez-moi. Ça va venir. C'est interdit en France, autorisé aux États-Unis. Il n'y a pas de son. Mais Ce lui, il y a week-end à peut-être. Bruxelles, un salon des mères porteuses a créé la polémique. Reportage de la rédaction de la RTBF. Ah. Ils sont venus de toute l'Europe. Une centaine de participants pour ce Quels sont, colloque lui? de l'organisation américaine Men Having On va Babies. recommencer. Ici, beaucoup de couples homosexuels apprennent OK. comment OK, mais vous trouver une mère entendez, porteuse donc aux les gens États-Unis entendent? dans le Parfait, cadre de la merci. GPA, la gestation pour autrui. Je ne sais pas s'il existe de telles présentations en Allemagne. C'est vraiment nouveau. Il y a différentes manières d'avoir un enfant quand on est homosexuel, l'adoption ou ici la GPA. Je cherche encore et je cherche la meilleure manière d'avoir un enfant dans le futur. Le colloque offre des informations, des témoignages de parents, mais la conférence est aussi clairement commerciale. Ici, une vingtaine de firmes américaines ont fait le déplacement. Elles facilitent la GPA aux États-Unis pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous ne pouvons pas filmer leur stand, mais certains acceptent de nous expliquer ce prix élevé. On doit évidemment trouver la mère porteuse. Il y a énormément de procédures médicales qui coûtent de l'argent. L'idée n'est pas que les gens fassent du profit. C'est juste une procédure qui doit être bien faite. Aux États-Unis, contrairement à d'autres pays, il y a énormément de frais différents. À l'extérieur du bâtiment, une quarantaine de personnes sont venues manifester silencieusement. Elles sont contre la gestation pour autrui commerciale et souvent contre la gestation pour autrui tout court. Nous estimons ici tous, sous nos membres d'associations ou anonymes, que la GPA, la gestation pour autrui, c'est un trafic d'enfants. Alors, vous voyez, c'est vraiment deux versions différentes, hein, une vision différente. Alors, vous voyez, le Men Having Baby, là, qui n'est pas là pour faire du commerce, vous avez vu leur organisation. J'ai des doutes sur leur esprit bénévole, là. Alors, vous les voyez, ils sont vraiment catalogués comme ça sur le site de Men Having Babies. Alors, ils étaient une vingtaine au moins qui ont des intérêts et qui sont les intermédiaires. Alors, la femme va avoir un petit montant. D'ailleurs, aux États-Unis, Diane a parlé de 200 000, mais c'est tout récent. Avant, on parlait de 100 000. À mesure qu'on travaille le dossier, c'est devenu 150 000, 200 000. Alors, c'est un marché qui est en pleine explosion. Donc, les prix aussi. Alors, il y a du profit à faire et ils sont là, pas pour bénévolat. Au Québec, c'est la même chose. On a une compagnie, Integramed, qui aux États-Unis et nous, là, qui est d'origine québécoise. Et ils ont acheté plusieurs cliniques Procréa. Donc, et ils ont aussi tous les contrats pour financer. Si l'État ne rembourse pas tous les frais, eux vont prêter l'argent. Donc, ils sont tous ensemble là, pour faire de l'argent sur le prêt, le financement et sur la fabrication du bébé. Alors, en Inde, une docteure Sheila Saravanan, qui est d'origine indienne, à l'université en Allemagne, qui parle, le texte est en anglais, mais qui dit que c'est vraiment des violations des bonnes pratiques médicales, qu'on insère, on implante jusqu'à 5 embryons, alors que c'est illégal. Quand il y a plus que 2 embryons qui ont été implantés, qui ont survécu, on s'arrange pour faire des avortements sélectifs à l'intérieur de l'utérus, in utero.
Également, on fait des césariennes de façon compulsive, c'est-à-dire systématique, parce qu'on veut prévoir quand l'enfant va naître pour que les parents étrangers prennent le billet d'avion, arrivent au bon moment. Puis en plus, avec les césariennes, on s'assure que l'enfant est toujours celui qu'on sauve en premier. En dernier également, par rapport, le consentement des mères est à peu près pas là parce que les mères soit illettrées ou elles ne parlent pas la langue du contrat. Donc, l'éclairage, le consentement éclairé est faible. Et la docteure Sheila Saravanan mentionnait aussi que quand il y a des enfants défectueux, le produit défectueux, c'est-à-dire des enfants avec des handicaps ou des déficiences, eh bien, on les met dans les orphelinats ou on les met carrément sur la rue. Par rapport à ça, d'où on vient, nous, au Québec, posons-nous la question. On vient d'un système qui est basé actuellement encore sur le don. On voit des publicités, donnez votre sang. On parle du signez votre carte pour le don d'organes, le don de gamètes, c'est-à-dire des ovules, le sperme, etc. Donnez le lait maternel. On commence des banques de lait. Et c'est basé sur la solidarité et le don. C'est pourquoi? Parce qu'on a un principe important dans notre loi, dans notre société, qui s'appelle le principe de l'inviolabilité de l'être humain. On ne peut pas commercer le matériel humain. Hein? Fini l'esclavage, là. Alors donc, le matériel humain, il n'est pas vendable, pas commerçable. Alors, que va devenir l'avenir de notre modèle? Est-ce qu'on s'en va, on maintient un modèle de don et d'altruisme, de solidarité, ou va-t-on s'en aller vers le commerce où veut nous amener l'industrie des mères porteuses? Les conséquences. On va parler des conséquences sur les êtres humains qui sont concernés et sur la société en général. En fait, on va parler que c'est l'enfantement pour autrui, c'est une atteinte à l'ordre public du Québec et des autres sociétés. C'est une nouvelle forme de violence qui est faite aux femmes. C'est une atteinte aux droits des enfants et c'est une atteinte plus fondamentalement à la dignité humaine. D'abord, il y a une atteinte à la santé physique des mères porteuses. Donc, elles ont des traitements hormonaux intensifs pour augmenter la capacité et on ne connaît pas encore à long terme les effets, les conséquences des traitements hormonaux intensifs. Il y a des augmentations d'hospitalisation, on va voir des chiffres un peu plus tard. Il y a même des risques de décès. C'est sûr que dans nos sociétés modernes, l'accouchement maintenant est de plus en plus sécuritaire, mais il y arrive encore des cas graves. C'est quand même accoucher, c'est quand même tout un processus et un gros effort sur le corps humain. Et il y a une augmentation très, très nette du nombre de césariennes, alors que, encore là, dans nos sociétés, on faisait des efforts depuis plusieurs années pour diminuer le nombre de césariennes qui, encore là, sont des chirurgies qui ne sont pas sans risque. Par exemple, il y a eu un article dans Le Devoir il n'y a pas longtemps, en 2014, où on montrait le taux d'hospitalisation chez les femmes qui sont enceintes après une PMA, donc une procréation médicalement assistée. Et on voit qu'en 2009-2010, le nombre de femmes hospitalisées était de 32 % parmi celles qui avaient eu une PMA. Et en 2012-2013, la proportion de femmes hospitalisées monte à 37 %. Non seulement le nombre de femmes qui reçoivent la PMA augmente, mais aussi les hospitalisations qui s'en suivent. Alors ça, ce sont des coûts que toute la société absorbe quand elles sont faites. Et ce sont aussi des risques supplémentaires pour la mère qui porte un enfant. Il n'y a pas un an, le 15 octobre, il y avait un article dans le National Post, une mère ontarienne qui a voulu, par altruisme, porter un bébé pour quelqu'un d'autre, mais elle a failli mourir. Et elle avait elle-même 3 enfants. Donc, elle a failli mourir pour faire un enfant qu'elle ne garde pas et elle a risqué de rendre ses enfants, ses propres enfants, orphelins. Tout ça pour un peu d'argent. On s'entend que ce n'est pas le Klondike et donc c'est un risque. Est-ce que la dame qui est enceinte avait réfléchi à toutes ces conséquences? On peut présumer que la façon dont c'est présenté aux potentielles mères porteuses, les risques sont minimisés. Il y a évidemment des atteintes à la santé psychique des femmes. Une grossesse, c'est un grand bouleversement, non seulement hormonal, mais émotionnel. Alors, il y a des bouleversements inéluctables. Il y a des sentiments de culpabilité aussi qui sont liés au fait d'abandonner un enfant à la naissance. C'est tellement bien documenté dans le cas des adoptions. On sait que les mères qui ont confié leur enfant pour adoption, pas parce qu'elles l'avaient fait pour devenir enceinte pour le confier à l'adoption, mais parce qu'elles se sont retrouvées enceintes et elles ont dû confier l'enfant à l'adoption.
il y en a des séquelles pour le restant de leur vie. Évidemment, pour les enfants aussi, on y reviendra. Mais pour les mères aussi. Dans ce cas-ci, c'est des mères qui conçoivent, qui portent un enfant en sachant dès le départ qu'elles vont l'abandonner à la naissance. C'est porter des lunettes roses que de penser que cette remise d'enfant à long terme n'aura pas des séquelles chez la mère qui a fait cette transaction. Dans certains pays, on parle dans les pays en voie de développement, en Inde, où on a vu les usines à bébés, au Népal, au Cambodge, la mère est mise à l'écart carrément de son village, de ses propres enfants. Donc, elle est là, elle est inquiète, elle ne sait pas ce qui se passe avec ses propres enfants, il y a le sentiment de culpabilité. Et elles font pour bien faire. On s'entend, les revenus de ces femmes sont tellement minimums qu'elles le voient comme un plus. Dans un reportage, une mère porteuse expliquait que ça allait servir à payer la dot de ses filles. Donc, on est là dans l'exploitation d'une mère, d'une femme, pour renforcer un système qui exploite encore un discriminateur envers les femmes. Il y a une atteinte, alors, indéniable au droit à la dignité humaine. Les désirs des commanditaires vont être plus importants que les droits des femmes à leur intégrité. On l'a vu tout à l'heure, il y a 2 embryons, 3 embryons, 4 embryons qui ont survécu. Les parents commanditaires n'en veulent qu'un, ils en veulent 2. On va faire avorter la femme, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. On va lui imposer cette opération, même si elle ne le veut pas. C'est les commanditaires, ce sont les termes du contrat qui vont prévaloir sur les besoins et même les droits de la mère. Elle renonce à ses droits comme mère, ce qui n'est pas rien. C'est vraiment de dire, OK, je n'ai aucun droit. Cet enfant-là, ce n'est pas mon enfant, je n'ai rien à voir. Il n'y a pas eu d'échange de cellules pendant 9 mois. On était dans 2 pays différents. Alors, c'est une utopie de penser qu'il n'y a rien qui se crée entre la mère qui porte et l'enfant qui naît. Cette mère porteuse, elle renonce aussi totalement à sa vie privée. Son dossier médical est au service des commanditaires. Ce qu'elle va faire pendant sa grossesse, on n'en parle pas, c'est très limité. Les relations sexuelles qu'elle peut ou ne peut pas avoir, ce qu'elle va manger ou qu'elle ne peut pas manger, ce qu'elle peut faire ou elle peut voyager ou qu'elle peut ne pas faire, elle appartient aux commanditaires pendant ces 9 mois. Cet enfantement pour autrui, là aussi, une atteinte à la dignité dans la mesure où elle transforme la personne humaine en objet, carrément. Donc, la femme met son corps au service d'autres personnes, que ce soit gratuitement ou pas. Elle met son corps à la disposition d'un acheteur, d'une personne, d'un commanditaire, comme on met une marchandise à la disposition des acheteurs. L'enfant, dont on ne demande jamais la vie, on s'entend, l'enfant est un objet de contrat. Avant même sa conception, il aura été vendu. Hein? On achète des condos sur plan. Bien là, on achète des bébés sur plan. Et la femme, elle est tout simplement ramenée à une simple fonction reproductive. On ne peut pas croire que tant d'années de féminisme nous ramènent si platement à ce constat qu'en 2016, les femmes sont redevenues simplement des utérus pour la reproduction. Les enfants, on en parle très peu, on va quand même en parler, nous. Quelles seront les conséquences pour les enfants de cet abandon programmé? Un abandon programmé. L'enfant saura qu'il a été conçu pour être vendu. C'est ça, sa réalité. On a beau l'enrober, on a beau mettre des petits rubans roses, des petits rubans bleus, dire les parents l'aiment, il a quand même été conçu dans ce contexte. On sait la douleur des enfants qui ont été adoptés. Et même s'ils ont eu de très, très bons parents adoptifs, il y a une douleur qui reste toute leur vie pour une grande, grande partie des enfants adoptés. Le respect du droit aux origines de l'enfant. La Convention internationale, elle date de 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant. On y reconnaît le droit aux origines. On a eu ici au Québec, les gens connaissent peut-être le mouvement Retrouvailles, des enfants qui avaient été adoptés qui ont fait changer les lois pour être capables de retracer leurs origines. Et que dire du droit de l'enfant de ne pas être traité comme une marchandise, comme un objet de transaction? De faire de l'enfant une chose, est-ce que c'est un surplus d'humanité ou c'est en train de perdre notre humanité? En fait, plusieurs chercheuses, et nous aussi, on est d'accord avec ça, concluent que c'est une nouvelle forme d'esclavage. Les inégalités socio-économiques qui entre les parents commanditaires et les mères porteuses sont extraordinaires, sont évidentes, c'est blanc sur noir.
les inégalités de pouvoir entre les possédants et les femmes qui vont soumettre leur ventre à cet esclavage, l'absence de consentement éclairé véritable pour les mères porteuses, la remise en question totale de l'inviolabilité du corps humain. Et on n'a pas parlé de l'eugénisme, mais avec le diagnostic préimplantatoire, évidemment, les commanditaires veulent s'assurer d'avoir un bon produit. Alors, on va éliminer le produit qui n'est pas conforme aux attentes. Que la mère porteuse veuille autre chose, ça n'a pas d'importance. C'est l'acheteur qui va avoir le droit du dernier mot. Donc, on fait une forme d'eugénisme. Et quand les enfants viennent à terme et puis qu'ils ne sont pas conformes, eh bien, on les abandonne. On en a eu plusieurs cas dans les journaux. On se scandalise en pensant que c'est l'exception, mais c'est peut-être des exceptions qui se multiplient. Quand on les multiplie par centaines, ça commence à faire pas mal d'exceptions. Évidemment, la question du trafic d'enfants, on se croirait revenu au temps où dans les plantations, on échangeait les bébés esclaves là, pour un peu plus de biens, un petit peu moins de champs, tout ça. On est vraiment revenu à un niveau d'inhumanité surprenant, alors qu'après tout ce qu'on a vécu, toutes les réflexions, toutes les conventions internationales, on pensait avoir mis fin à cette inhumanité. Alors maintenant, c'est bien beau pleurer dans notre salon, mais on est des femmes d'action, alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a regardé un petit peu dans le monde, qu'est-ce qui se fait? Le corps, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le collectif pour le respect de la personne, a fait un tableau extraordinaire des législations dans le monde. Et cette grande map monde nous montre en vert les pays où c'est légalisé, en rouge, les pays où c'est interdit. En jaune, la GPA altruiste, donc on peut le faire gratuitement par amour de l'autre, par amour pour autrui. Et on peut le faire, on ne peut pas le faire de façon commerciale. Et ce qui est en blanc, c'est la situation n'est pas bien définie. On voit notamment en Afrique. Mais la diapositive suivante, c'est l'Europe, plus en détail. Et on voit que l'interdiction, elle est très répandue. On est dans des pays développés, on s'entend. Des pays où, entre autres, le droit à l'égalité des femmes est un peu mieux reconnu. Et on constate que les pays, les nations, se sont mis des garde-fous pour interdire la GPA. Le vert, bien évidemment, c'est l'ancien bloc de l'Est où on voit évidemment la situation on parle entre autres aux femmes ukrainiennes, aux différentes. Ce sont comme par hasard aussi, c'est de ces pays qu'arrivent beaucoup de femmes dans la prostitution dans nos pays où ça a été légalisé. Alors, donc, on voit que il y a des législations qui sont possibles pour interdire la GPA. Et on comprend, en voyant cette carte où les pays ont interdit la GPA, on comprend les pressions qui sont faites actuellement sur le Conseil de l'Europe, qui est une organisation supranationale et à qui on veut faire avaler la GPA éthique, de façon à ce qu'après ça, elle puisse être imposée aux États membres. Donc, il y a un pôle de résistance actuellement en Europe, mais il y a des grandes batailles qui se jouent. Il y a un rapport, entre autres, qui avait été refusé par le Conseil de l'Europe, déposé par le docteur de Sutter, qui est le rapporteur officiel du Conseil de l'Europe sur la question de la GPA éthique. Or, le docteur de Sutter est associé avec une clinique en Inde pour faire de la GPA. Alors, pour l'objectivité, on repassera. Alors, il y a aussi des garde-fous qui existent ici. On a parlé tantôt de l'article 541 du Code civil. On a parlé aussi du fait que la mère qui accouche est la mère légale de l'enfant. Mais on a aussi l'article 2632 du Code civil qui spécifie qu'une personne ne peut pas faire l'objet d'une transaction. On ne peut pas mettre même si on le fait de son propre chef, c'est interdit par le Code civil de se mettre en marché une partie du corps. Normalement, cette interdiction devrait empêcher toute possibilité de lier la filiation à un contrat. Parce qu'au Québec, la filiation, c'est la naissance. C'est par la naissance qu'elle s'établit. Donc, on a des garde-fous, mais on voit là, actuellement que ces garde-fous sont contestés et que des efforts incroyables sont faits pour modifier les législations. Alors, je laisse la parole à Michel pour voir un peu comment ça se dessine et qu'est-ce qu'on pourrait faire après. OK. Alors, je voudrais voir les positions, puis voir, nous, les femmes, par rapport à ça. Parce qu'une des choses qu'il faut voir, avec exemple, on a vu le diagnostic préimplantatoire, eh bien, il y a aussi tout l'enfant à la carte qui est là. Quelle sorte d'enfant on veut avoir, on peut le programmer. Et exemple, aux États-Unis, en tout cas, il y a un an, ce qu'on avait consulté, ça coûtait 4 000 $ de plus pour commander le sexe de l'enfant. Alors, donc, l'équilibre on sait que dans certains pays, certaines cultures, le garçon est préféré. On se demande ce qui va arriver aussi. Donc, c'est préoccupant parce qu'aussi, est-ce qu'on va commander telle couleur de cheveux, etc.
Alors, donc, quelles sont les positions? Donc, il y en a des groupes dans la société qui veulent légaliser, qui poussent dans ce sens-là et encadrer. Parce que leur argument principal, c'est que c'est là, c'est la réalité, l'enfant est arrivé, il faut bien faire avec, pauvre enfant, et puis on ne peut pas l'empêcher. C'est comme quelque chose qui est au-dessus de l'être humain. Alors, la réalité, là, il faut... Pourtant, si on leur disait à ces gens-là, la violence faite aux femmes aussi a toujours existé, est-ce que, comme elle est là, il faudrait encadrer la violence, savoir où on frappe la femme, de quelle manière aussi, l'esclavage aussi, il a toujours existé. Est-ce que le meurtre aussi, est-ce qu'on va encadrer le meurtre? Est-ce que vous voyez, pour moi, c'est un argument qui tourne court, mais qui semble avoir beaucoup d'oreilles pour plusieurs personnes. Et là, nous, on est plutôt dans la deuxième position, interdire et empêcher le blanchiment d'enfants. Parce qu'un enfant ou une femme ne peuvent devenir des marchandises. Donc, c'est l'objectif, c'est que comme on ne peut pas battre la violence et tolérance zéro, même si on sait que c'est là, alors la même chose, c'est tolérance zéro pour la vente, la marchandisation d'êtres humains, dont les femmes. Alors, les premiers, voyons qu'est-ce qu'ils demandent. Les premiers, les partisans de l'enfantement pour autrui, eux poussent davantage, font des pressions pour légaliser, faciliter les EPA. Alors, vous pouvez imaginer tout un système de lobbying qui est en arrière au niveau québécois, canadien, et puis aussi au niveau international. On en a parlé avec la conférence de La Haye. Alors, ce qu'ils veulent, eux autres, ce qu'ils proposent, c'est d'encadrer juridiquement. En encadrant juridiquement, c'est supposé d'améliorer les choses, enlever les abus. Ils veulent notamment, on en a parlé, abolir l'article 541, qui est l'article qui dit tout contrat, vous vous rappelez, tout contrat est de nullité absolue. Alors, il n'y a pas de marchandisation qui peut venir si on ne donne pas foi à un contrat. Alors, également, ils veulent réglementer avec des standards minimums. Alors, l'âge de 21 ans, au fédéral, la loi de 2004, bien, il y en a qui proposent 18 ans. Imaginez le premier enfant qu'une femme pourrait avoir, une jeune femme, peut-être pour payer ses études, on ne sait pas, ça pourrait être d'être une mère porteuse et donner son enfant. Alors, vous voyez, ça, c'est très, très questionnant. Également, il propose une filière administrative. Entre autres, on va en parler du comité consultatif du droit de la famille qui a été déposé en juin 2015. Il propose une filière administrative au lieu de l'adoption. On ne va pas en cours, on s'en va chez le notaire, on remplit une ou deux conditions, mais il n'y a pas d'évaluation des capacités parentales ni des capacités de la jeune femme. En plus, ils veulent avoir ce que propose la conférence de La Haye, reconnaissance mutuelle entre les pays. Il y en a qui parlent même de payer les mères porteuses au nom de l'équité. Imaginez, on va payer combien ça coûte, ça vaut une femme enceinte 9 mois. Alors, c'est le salaire de la femme minimum, ça ne va pas être cher. La jurisprudence, et ça, c'est une des stratégies auxquelles il faut être très sensible, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des brèches continuellement en faisant avancer la jurisprudence dans l'ouverture vers les mères porteuses. Alors donc, on met des bébés au monde, on les apporte au pays où ils sont déjà au pays, et là, bien, il faut faire quelque chose, on s'en va en cours. Donc, on est en train de faire avancer le droit dans le sens. Ça, c'est comme ça que c'est une des stratégies des partisans de l'enfantement pour autrui. Entre autres, se situe à différentes nuances. On va voir 3 groupes qui ont fait des propositions, des éléments. Il y a le comité consultatif. Le comité consultatif présidé par Alain Roy pour le droit de la famille propose justement cette filière par le biais des notaires, entre autres. Et c'est un rapport d'à peu près 600 pages. Et 596 plus précisément. Et il y a autour de 25 pages qui portent sur les mères porteuses. Et personne n'en parle. Tout le monde a parlé de la cause Lola et Eric, là, mais on ne parle pas des mères porteuses. Et pourtant, il y a des choses là-dedans où on va faire avancer les éléments. On enlève, entre autres, il propose d'enlever l'article 541, supposé au nom de la protection des femmes. Mais nous, en tout cas, on n'a pas tout à fait la même position. Ce qui est particulier et paradoxal,
c'est que M. Alain Roy, en 2012, dans un livre, il était tout à fait dans la position du bien commun. On ne peut pas aller faire un trafic d'enfants et puis après amener l'enfant. Oui, ce serait, il dit en 2012, ce serait dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit adopté, mais au nom du bien commun, si on ne veut pas généraliser ce phénomène-là, il faut dire non au nom de l'ordre public et du bien commun. Alors que maintenant, il semble avoir changé. En tout cas, on a l'impression qu'il a changé. Dans ce rapport, on dit « le diable se cache dans les détails ». Eh bien, il y a 3 mots dans la recommandation 3.1, dans le rapport du comité consultatif, c'est « sans autre considération ». C'est-à-dire que toutes les filiations des enfants, peu importe comment ils ont été produits, OK? Eh bien, l'enfant a droit il est égal à une filiation, il a un droit égal à la filiation avec un autre enfant. Donc, et ça, c'est sans autre considération. Et c'est pour ça que une des juristes a fait une dissidence au rapport à la page 593. Elle dit, Suzanne Guillet, entre autres, parce qu'elle aussi, elle a vu que le diable se cachait dans ces détails-là. Alors, c'est la citation, ça dit que l'expression « sans autre considération », on ouvre une porte qui peut être très dangereuse. Entre autres, c'est que le contrat de mère porteuse pourrait être considéré par les juristes, entre autres, au-dessus de toutes les lois, vu que le droit de l'enfant est absolu pour avoir le droit à sa filiation. Également, la recommandation de sans autre considération pour elle, pour Suzanne Guillet, ça nie toute autre considération éthique, notamment la commercialisation qui est présentement en cours. Donc, elle aussi, elle a les yeux bien clairs sur la situation et va permettre l'aveuglement de la communauté juridique. Donc, les juristes vont pouvoir se replier sur, sans autre considération, que l'enfant, donc, qui a été volé, etc., ou non, a droit à sa filiation. Donc, c'est le diable qui se cache dans les détails. Donc, peu importe les circonstances, la filiation de l'enfant sera reconnue à l'égard des parents d'intention. Moi, je dirais on dirait des parents commanditaires. Alors, donc, je trouvais important de savoir que oui, le diable se cache dans les détails et Suzanne Guillet l'a vu et puis nous, on est dans cet avis-là, c'est dangereux. L'avis du Conseil du statut de la femme également. Le Conseil du statut de la femme, lui, a ouvert une brèche. Et les journaux étaient assez estomaqués, même les médias qui suivaient plus ou moins le dossier, là, ont été, même si le Conseil a essayé de réconforter les gens, dire non, pas tant que ça, elle veut, au nom de se poser la protection des femmes, mettre des balises, mais il ouvre une brèche. Et surtout, l'avis du Conseil ne recommande pas de protéger l'article 541, alors que c'est ça qui va être la porte d'ouverture pour faire une marchandisation. Également, un autre organisme qui devait défendre les femmes, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qui lui dit que pour les parents, pour les femmes ou pour les hommes qui veulent avoir des enfants génétiquement liés. Vous voyez, on retourne au patriarcat, c'est mon enfant, l'enfant de mon sang, l'enfant de mes gènes. Eh bien, il faut mettre à la disposition des femmes. Alors que ces organismes-là étaient là pour protéger les droits des femmes, notamment au niveau du droit à la reproduction. Un enfant de mon choix, bien là, c'est un enfant issu des gènes du père. Alors, vous voyez que ça pose question. Donc, il y a des groupes qui s'opposent. Les opposants à l'enfantement pour autrui, ils demandent une convention internationale pour interdire toute forme, partout, toute forme donc d'enfantement pour autrui. Notamment, c'est très important de maintenir l'article 541 du Code civil, mais ajouter aussi une mesure des articles ou un article pour protéger la mère porteuse. Si les parents commanditaires décident de dire, ben garde l'enfant, là, tu ne peux pas me poursuivre, il faut avoir des articles pour protéger la mère porteuse. Et enfin, décourager le recours aux mères porteuses en ajoutant un article dans le Code civil pour que les parents commanditaires, la conjointe ou le conjoint, n'aient pas un droit préférentiel comme ça l'est actuellement. Et ça, c'est une recommandation du barreau en 1988. Donc, les opposants, comme nous, la PDF Québec pour les droits des femmes du Québec, on veut mettre un frein au enfantement pour autrui. Et ça se fait à 2 niveaux. D'abord, criminaliser l'achat et la vente d'enfants. Pour
nous, c'est l'inviolabilité du corps humain, de l'être humain qui doit primer. Merci. Et deuxièmement, ben, il faut faire l'éducation des gens, faire prendre conscience que l'enfantement pour autrui est une nouvelle forme d'esclavage. Ce n'est pas juste un beau portrait, un beau petit couple idyllique là, qui enfin est heureux. Il y a derrière tout un esclavage moderne. Et c'est pour ça que le Parlement européen, le 17 décembre 2015, a statué, condamné la pratique des mères porteuses, malgré tout le lobby qu'il y avait, qui porte atteinte à la dignité humaine de la femme et qu'on ne peut pas la considérer comme une marchandise. Et gestation pour autrui, pour un gain financier ou autre, devrait être interdit et considéré comme une question urgente dans les instruments des droits de l'homme. Donc, c'est vraiment les droits humains qui doivent primer. Alors ça, donc, on est en train de voir que malgré un lobby très important au niveau national et international, où on est en train d'avoir des groupes qui s'organisent, la société civile s'organise, et entre autres, venant des États-Unis, Stop Surrogacy Now, en français, et on peut signer, c'est ce qu'on a fait à PDF, on a appuyé cette proposition-là, campagne visant l'arrêt immédiat de la gestation pour autrui. En France aussi, il y a eu la Charte pour l'abolition universelle de la maternité de substitution, ce à quoi on a adhéré également. Et c'est venu aux assises au mois de février 2016. Donc, c'est tout récent. Ça fait à peine un an où les groupes voient que l'industrie est en montée et les groupes s'organisent pour dire non. Parce que, et la preuve que c'est dangereux, c'est que d'un pays à l'autre, on est en train de l'arrêter et de le fermer. Et qu'ils veulent garder ça secret à chaque fois parce qu'ils savent qu'aussitôt, on va voir les dérives, les gens vont être touchés puis vont dire non. Donc, il faut une charte pour abolir. Alors, les deux questions du départ, c'était que faire avec l'enfant déjà né? Hein? Alors, pour nous, une des solutions, au lieu de blanchir des actes illégaux qui ont conduit à la naissance et à l'achat d'un enfant en le remettant au contrevenant, est-ce qu'on ne devrait pas, on se pose la question, confier l'enfant à des parents inscrits sur la liste d'adoption et ces parents-là ont été évalués pour leur capacité parentale, tandis que les parents commanditaires n'ont été évalués que sur une chose, est-ce qu'ils ont la capacité financière? Donc, pour le bien de l'enfant, pour le bien même d'un petit enfant, est-ce que des parents, rappelons-nous aussi, exemple en Thaïlande, un des scandales, il y avait un homme qui en a fait faire 16 enfants. Alors, c'est-tu le bien de le remettre à cet homme-là? Je me demande ce qu'il faisait avec les 16 enfants, entre autres. Deuxième question, que faire avec les droits du géniteur, qui actuellement sont dominants? Bien, la loi prévoit déjà des exclusions pour ceux qui abusent hein, inceste et autres, d'une fille ou d'une femme. Eh bien, la loi prévoit qu'ils n'ont pas un droit sur les enfants qui sont produits. Deuxièmement, le fournisseur de sperme, lui aussi, est-ce qu'il a plus de droits que la fournisseuse d'ovules? Pourquoi lui, tout spécialement, ses droits deviennent dominants par rapport aux autres? Alors, maintenant, que conclure? On fait de la chair humaine, et je vais conclure avec Céline Lafontaine, qui est auteure du livre « Le corps marché » que je vous recommande tout particulièrement. On fait de la chair humaine une matière première au service du désir des plus riches de notre société. Le recours aux mères porteuses, donc, c'est donc une volonté d'exploiter les potentialités reproductives des femmes. Et au nom du droit de l'enfant, actuellement, on contrevient aux droits les plus fondamentaux des enfants, ceux de ne pas devenir des objets d'un échange marchand, d'un contrat. Alors, si je résume, les principes de droit à l'égalité des femmes et des droits des enfants sont des principes reconnus autant en droit québécois, en droit canadien, en droit international, rappelons-nous ça, et également qu'une personne ne peut pas renoncer, d'après notre Code civil, à la dignité humaine. Le consentement de la mère ne fait pas de l'enfantement pour autrui une pratique digne, ni qui devrait être permise. Alors, si vous êtes intéressé à signer, ça va apparaître sur le site. Vous allez pouvoir voir, il y a les deux endroits où vous pouvez appuyer. Et également, vous avez
les livres recommandés, si ça vous intéresse de voir approfondir le sujet. Et enfin, vous allez trouver sur notre site les sources qui nous ont aidés la documentation qui nous a aidés à faire cette conférence, téléconférence. Et je veux vous remercier tout particulièrement. Je sais qu'il y a des gens en Europe qui nous écoutent. Et merci, et au Québec, merci beaucoup de votre présence. Et ouverture pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions d'arrivée? Alors, on a demandé à Lynn de nous transmettre les questions qui lui arrivent là, par le chat. Là. Ici, il ne s'agit pas d'une question, mais bien d'un commentaire. Madame Aubin nous dit qu'elle trouve que c'est une belle étude et qu'elle est entièrement d'accord avec tout ceci. Bon, alors on l'invite à aller signer les pétitions internationales. Les textes qui les appuient sont très, très intéressants. Il y a une autre question qui s'en vient. On va laisser la participante nous l'écrire. Est-ce que je peux compléter un petit quelque chose pendant que la question arrive? Oui. Une des choses qu'il faut voir, c'est que quand on a parlé de la division internationale de la reproduction, c'est qu'il y a des kits pour les différents moyens des parents. Les riches vont aller aux États-Unis, un petit peu moins riches, ils vont aller au Canada parce qu'il y a l'assurance maladie. Les ovules de blanches, ils viennent pas, ils viennent du bloc de l'Est. Et pour la classe moyenne aussi, on va aller faire les enfants là. Et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont aller dans le tiers-monde. Puis ceux qui n'ont pas du tout d'argent, ben, il ne reste que des parents d'intention. Jamais ils deviendront des parents commanditaires. Est-ce qu'il y a une question qui est... OK. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire les questions. Je le vois ici. On va attendre. Est-ce qu'on t'entend, Lynn? As-tu le micro, toi? OK. Il faut que tu parles plus fort, Lynn. Parle plus fort. On a une question ici. En fait, c'est une question de précision. On dit que les 2 cartes qui ont été montrées ont été réalisées par la CLF, la Coordination lesbienne en France. Non, j'ai dit le corps. La CLF avec la CADAC, Coordination Ah, OK. Merci. Répète. pour substitution. Oui, c'est ça. Alors, Nomme-les au complet parce que oui, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai pris la carte, je l'ai reçue du corps, mais effectivement, il y a une coordination lesbienne qui avait d'ailleurs organisé des assises de Paris pour l'abolition universelle de la GPA et qui vient de produire un texte extraordinaire sur la question des femmes et mères porteuses. C'est un texte que je vous recommande vraiment à lire. On va l'ajouter on va le rajouter dans nos sources, oui, effectivement. oui. Alors, la CLF, c'est la Coordination lesbienne en France et la CADAC, Oui. c'est la Coordination pour l'avortement et la contraception. Et le CORE, c'est le collectif pour le droit à la personne. Le respect de la personne. Respect de la personne. Moi, c'est ce que je vois ici sur le droit à la personne. Ils sont à l'origine en Europe du mouvement pour l'abolition universelle de la maternité de substitution. Alors, je tiens à féliciter ces 3 organisations qui se sont mises ensemble parce qu'elles font un travail incroyable de sensibilisation. C'est par elles aussi qu'on a été informés sur la conférence de La Haye. C'est un travail d'analyse de fond. C'est vraiment des instruments que ces personnes préparent. Moi, je leur lève mon chapeau parce que, et je regrette de ne pas avoir nommé toutes les organisations. Là, j'ai fait ça rapidement, cet ajout, parce que je l'ai vu en fait cette semaine. Mais donc, c'est vraiment très, très bien fait. Et on voit quand même qu'au niveau francophone, c'est assez intéressant de voir que cette mobilisation qui se produit et qu'il va y avoir une manif d'ailleurs à Paris, les gens qui sont là, le 21, justement à cause de ce rapport de Mme de Sutter qui va être encore, qu'on veut redéposer, rediscuter au Conseil de l'Europe. J'aimerais ajouter aussi que moi, je trouve formidable, entre autres, le groupe
le groupe des lesbiennes là, qui a fait cette analyse-là, c'est que toute la question, souvent on présente la question comme si on opposait les hétérosexuels et les homosexuels, alors que, en tout cas, nous, on voudrait, c'est une de nos propositions, on voudrait qu'il y ait plus d'ouverture pour les couples homosexuels, entre autres gays, là, qui n'ont pas accès à des techniques qu'ils puissent plus facilement adopter. À ce moment-là, on rend heureux des enfants, mais on n'a pas l'objectif de toujours avoir la reproduction de ces gènes, hein, parce qu'on entend ça de plus en plus, le géniteur qui commence à avoir des droits et qui ne s'occupe pas de savoir comment on va remplir ces droits-là. C'est comme tout le monde a droit aussi à avoir 2 reins, puis puis des reins qui fonctionnent. Est-ce qu'on va justifier, à cause de ce droit, qu'on va aller prendre du trafic d'organes ailleurs? Je pense qu'il va falloir regarder où ils sont nos limites. Et puis, les limites, c'est les droits des autres et les droits humains des autres, surtout des pays les plus vulnérables. Parce que même ici, ce sont les femmes les plus vulnérables aussi qui sont ciblées pour être des mères porteuses. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Oui, il y a un autre commentaire. Une participante nous dit que c'est très, très important qu'un enfant ne soit pas l'objet d'une transaction. Puis, elle dit qu'elle connaît une personne dans une cour de récréation, en fait, des enfants qui se moquaient de petites Chinoises en disant « Combien tes parents ont-ils payé pour être allés te chercher en Chine? » Puis elles étaient fières de répondre que leurs parents n'avaient pas payé parce que c'était illégal ici au Québec. Ah. Alors, donc, c'est un commentaire qui vient d'un fait vécu. Ah, c'est bon. Ça fait le tour. Alors, écoutez, vous pouvez quand même nous envoyer des courriels si vous avez des commentaires, des questions supplémentaires. Vous avez eu l'adresse, je vous ai envoyé de cette adresse de Diane @pdfquebec.org. Vous pouvez envoyer, si vous avez des renseignements supplémentaires, des données supplémentaires. Sous peu, le lien, l'enregistrement de ce webinaire va être mis en ligne dans notre site web de PDF Québec. pdfquebec.org. pdfquebec.org. Et vous pouvez faire circuler aussi l'information pour les gens parce qu'on peut donc le revoir en différé. Évidemment, les personnes qui le voient en différé ne pourront pas poser des questions, mais au moins, elles pourront prendre connaissance du PowerPoint et de toutes les informations, la référence, la bibliographie, les sites web pour signer les pétitions. Alors, on vous remercie de votre attention, tout le monde, à distance. Ça nous a fait plaisir de vous parler. Montréal, Québec, Paris, l'Espagne. C'est formidable pour nous d'être ainsi en lien avec vous. Alors, merci à vous et au revoir. Au revoir. Merci.